pour être très synthétique, ça a d'abord été l'enfance. Je suis né au Brésil. Donc, ça a été le reportage en brésilien des matchs de football avec toute la dramatisation nécessaire qui faisait qu'on était tous autour du poste à se demander si notre équipe allait gagner. La mienne s'appelait Palmeiras. Après, ça a été la France, la radio qui venait de la France et qui passait. C'était des sortes d'enregistrements qui avaient été faits d'émissions et qui étaient diffusées dans le monde entier, notamment au Brésil. Donc là, c'était pas la dramatisation, c'était qu'est-ce qui se passe là-bas pour un jeune homme ou même presque un enfant. Puis ça a été le retour en France et ça a été la radio comme compagnon de la solitude. Ça a été par exemple la nuit dans le lit, les maîtres du mystère. Puis tout d'un coup le son est arrivé. Je me suis rendu compte que bien sûr la dramatisation des matchs de football, les voix lointaines de la France, les récits policiers étaient une chose, mais plus ça allait, plus je me suis rendu compte que certaines émissions m'intéressaient plus que d'autres à cause de ce qui se passait au niveau du son. Alors qu'est-ce que ça pouvait être? Le grain de la voix, ça pouvait être naturellement le type de montage, saccadé ou pas saccadé, ça pouvait être le mixage avec la musique. Petit à petit, j'ai commencé à découvrir, adolescent, ce qu'étaient, disons, très simplement les choses France Culture. Et là, évidemment, dans les émissions, il y avait des émissions que j'ai jamais beaucoup aimées, mais qui m'ont beaucoup appris, où vous savez, un homme se pose devant un micro, il y a un autre ou une femme devant un autre micro. Soit c'est un intervieweur génial, alors c'est magnifique, soit c'est une espèce de mécanique sans arrêt la même. Alors votre dernier livre, votre dernier film, alors j'écoutais comme quelqu'un qui veut apprendre, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et très vite, donc, je suis allé vers les émissions où je sentais qu'il y avait une conception dans laquelle il y avait le contenu, mais bien sûr la forme et donc le son. Et ça a été toute une série d'émissions, puis ça a été l'atelier, puis ça a été mon expérience propre à partir du moment où un poète que j'aimais beaucoup comme homme et comme poète, qui s'appelle Alain Weinstein, a réuni autour de lui d'autres poètes. Moi, j'ai toujours été passionné par deux choses. Je pense que la radio est un lieu de parole, c'est la parole qui m'a intéressé. Et au début, quand Alain Weinstein me demande de venir pour les Nuits Magnétiques, ou même avant pour les émissions qui avaient lieu à Avignon, je viens comme écrivain. Et les autres autour de moi étaient des écrivains, étaient des poètes. Et j'ai fait une erreur pendant au moins 6 mois, ou un an, je me suis dit, ça va être comme ce que j'écris ou ce que j'essaye d'écrire. Donc, j'essayais que les gens que j'interrogeais me disent ce que, à partir de la thématique de mon émission, je pensais qu'ils allaient me dire. Et donc, c'était ça comment dirais-je, ça sclérosait, ça rigidifiait tout ça. Et il n'y avait jamais d'événement de la parole, jamais de surprise, jamais. Et au bout d'un temps, je me suis dit, non, je crois que je suis en train de me tromper, je ne suis pas sur la bonne économie de langage. Ce qu'il faut, c'est, puisque c'est la parole qui m'intéresse, même si elle est reconstruite, tout naturellement, même si elle est mixée, même si on rajoute des silences, même si on crée des troubles, même dans la manière, ça c'est une interprétation, mais est-ce que le monde n'est pas une interprétation, hein? Pour se rappeler de ce que disait Nietzsche, tout est interprétation, donc on peut peut-être se permettre d'interpréter aussi la parole qu'on entend. Et donc j'ai complètement changé d'idée, je me suis dit non, je ne vais plus faire des émissions qui apparemment
sont culturels, la forêt, je sais pas, enfin toutes sortes de choses. Et je me suis dit, j'aime beaucoup un poète américain qui s'appelle Reznikov, et qui avait fait un livre formidable qu'il avait tiré du livre où on notait les incidents, les problèmes qu'il y avait eu dans le train qui traversait l'Amérique. Et donc je me suis dit, oui en fait c'est ça, je vais essayer à partir de la parole de mes, comment dirais-je, de mes contemporains, d'essayer de faire entendre cette parole. C'est pour ça que d'ailleurs quand j'ai vu que vous appeliez à une section archives de la parole, je me suis dit, moi ça me va plutôt que documentaire. Et c'était la première chose. Puis avançant, je me suis dit, mais la parole peut être morte aussi. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, Georges Perros, qui m'avait dit ça. Il faut se méfier aussi des types de paroles. Et donc, je me suis réfléchi, est-ce qu'en tant que professionnel de la radio, on peut se mettre dans une situation où la parole soit extrêmement vivante? Et pour résumer, je me suis dit, qui est obligé de chercher ces mots? Quelqu'un qui ne les a pas pour des raisons d'éducation, quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est aliéné, qui est obligé d'inventer son propre langage, ou alors à l'autre bout de la chaîne, un grand chercheur, un grand écrivain qui n'a pas encore ces mots pour ce qu'il est en train de découvrir. Il est obligé de les inventer. Donc ça, c'était la première chose autour de la parole. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment ce que je disais, c'est la forme, c'est-à-dire la forme évidemment qu'on construit à partir de son interprétation, mais on retombe sur l'idée que les accents, les grains des voix, les rythmes, la manière dont on va construire une forme, pour moi, la radio, quand elle est ambitieuse, je ne dis pas tout le temps, c'est aussi comme, disons, d'autres formes de création, on est à la recherche d'une forme qui fasse passer ce que l'on a envie de faire passer. Ça ne veut pas dire une forme extrêmement sophistiquée, comme pouvaient l'être d'ailleurs certains, pour ce qui me concerne, pour certains ateliers de création, etc. Ça peut être beaucoup plus simple. Par exemple, j'aime beaucoup ce que dit Valère Novarina quand il s'attaque à la dématérialisation. Il dit, mais moi ça ne m'intéresse pas. La parole, la communication n'est jamais une commutation instantanée. C'est toujours une voix qui la prononce. Dans cette voix, il y a l'origine, il y a la culture, il y a l'accent, justement. Ce sont des défauts phonétiques, ce sont etc. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de parole sans corps. Disons que la forme que j'essayais de chercher, c'était donner un corps, peut-être pas à la parole d'un individu, mais au sens que cet individu produisait, évidemment dans une composition qui était la mienne ou celle de moi et de mon réalisateur. J'ai travaillé avec des gens que j'aimais beaucoup, Mehdi Elad, Josette Collin, Pamela Doussou, des gens qui m'ont appris comment construire une forme. Écoutez, moi quand je commence à faire de la radio, il y a déjà des formes très élaborées. Il y a beaucoup de producteurs de radio qui ont fait, alors avant les nuits magnétiques, dans le club d'essai, mais je suis au courant évidemment de ce que fait l'atelier radiophonique, l'atelier de création, mais je connais aussi, parce que je m'intéresse à l'art par ailleurs, à l'art sonore, c'est-à-dire je connais ce que produisent les radios allemandes à l'époque, notamment la Südwestfunk. Je connais les bandes d'Henri Chopin, je connais ce que fait Bernard Haitzik, tous les poètes qui la monté Jung. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'il y a des créativités, on va dire, ou des centres d'intérêt différents. Ça n'est pas la même chose
de créer quelque chose, un poème sonore. Moi, j'ai souvent été invité à Polyphonix, donc parfois j'ai créé des éléments avec le son. Mais quand Giorno vient faire un poème sur la répétition, avec des superpositions assez simples finalement, des messages de voix, etc., c'est pas la même chose que d'essayer de dire, comme j'ai essayé de le faire, qu'est-ce que c'est que, pour moi, l'esprit, l'état du langage à une époque de la périphérie. Je veux dire, une de mes premières grandes émissions, c'était consacré à la banlieue, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait sortir du centre. Hein. La revue que j'avais créée s'appelait Exit, et c'était la même chose à la radio, et que en fait, il s'agissait de savoir occuper la place de la périphérie. Je pense que c'est ça qui m'a toujours intéressé. Donc, bien sûr que j'ai le plus grand respect pour ce qui a pu être fait dans la création sonore, et ça a évolué de plus en plus de manière intéressante. Puis il y a le numérique qui est arrivé, il y a tous les travaux de déformation de voix. L'atelier de création c'était son territoire, ça. Donc, les nuits magnétiques, on avait décidé de sortir dans la rue, pour une part, pour ce qui me concerne, pour aller faire entendre comme Resnikov, on montait dans le train, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ceux qui vivent avec nous, avec ce côté interprétatif qui fait que, par exemple, quand je faisais une émission sur les grands boulevards, on a campé pendant 6 mois sur les grands boulevards, je pense que j'avais dans la tête aussi bien les cercles de Dante, hein, que de parler jusqu'à ce qu'il s'épuise devant le micro à sa 6e prise d'héroïne au De Jazet, ou de parler avec un pickpocket, un père de famille en bas des galeries Lafayette. Et vous savez, à ce moment-là, quand la personne oublie qu'elle a un micro devant, c'est gagné, quoi. Donc moi je cherchais ça, c'est-à-dire, vous voyez, je cherchais presque un oubli de l'appareil, de l'outil essentiel qui est le nagra, pour le retrouver. Bien sûr, j'avais toujours un œil sur ce qui pouvait se passer pour me dire, mais après, comment ça va? Mais alors, ce qui veut dire que, j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, qu'il y a différents secteurs qui ont évolué. Ce que je crois, je ne vais pas être très optimiste, hein, ce que je crois, hélas, c'est qu'il faut retrouver des lieux pour continuer ces recherches, soit du côté de la parole, soit du côté de la poésie, soit du côté des rapports entre la musique et le littéraire, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de plus en plus banalisé. Le modèle journalistique a pris le pas. Alors, qu'est-ce que c'est votre dernier livre par rapport au précédent? Alors, finalement, la figure de l'homme, et puis ainsi de suite. Et donc voilà, on est du côté du discours. Donc le discours n'a pas enfin, si, il a une forme, mais il a une forme académique. Donc, l'évolution, je dirais, pour une part, dans une main, elle ne va pas dans le bon sens, cette espèce de banalisation de la production radiophonique. Et pour une autre main, j'espère que vous y contribuez, d'autres y contribuent, etc. Il va falloir réinventer des lieux pour cette création formidable qu'on peut, comme ça, un peu simplement, appeler toute la partie qui, dans nos vies, comment dirais-je, dépendent du son. Hein, le son, quoi. Et vous vous rendez compte, c'est comme si tout d'un coup, on n'écoutait plus qu'avec le cerveau. Alors, premièrement, deuxièmement, ABC, etc. Mais le son, c'est pas du tout ça. Et quand on écoute, par exemple, dans un discours, il y a toujours... je parlais avec une de mes amies artistes, Louise Tillet, qui me disait... elle a parfaitement raison. Elle disait, le son n'implique pas la morale. Alors que le discours implique la morale ou l'éthique. Le son, il se passe des choses, on est emporté, on est touché, etc. Je pense que bien sûr, on a tous aussi des modèles culturels dans la tête, ce qui fait que le son, on l'écoute aussi à partir de notre culture. C'est sûr que si on est africain, je ne sais pas, du Mali, on va peut-être pas écouter les sons de la même manière. Mais malgré tout, ou français, mais malgré tout, je crois que le son possède en lui la capacité d'aller au-delà
de ça. C'est-à-dire qu'il permet de déjouer le discours académique et éthique que je ne rejette pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une partie de notre intelligence du monde passe par la forme, bien sûr, et parmi les formes, par le son. Non, pas du tout, pas du tout. Moi j'ai beaucoup lutté, j'ai essayé de faire en sorte que soit conservé quand j'avais quelques responsabilités l'atelier analogique pour que Yann Parentelen puisse continuer à faire ses émissions. Il n'y en avait plus qu'un, il y en a eu deux, puis plus qu'un. Après j'ai fait ce que j'ai pu pour expliquer que pour être présent sur la bande passante, il fallait s'obliger à un certain nombre de choses. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas faire deux France Culture, un qui tente de rivaliser avec les petites radios avec 2,5, parce que c'est de l'éducation, c'est de la transmission, c'est de la culture, donc avoir 2,8, ben c'est formidable. Mais par contre, pour arriver à ça, il faut tout d'un coup transformer la diffusion du son de telle manière que toutes les nuances incroyables ne peuvent plus passer sur la diffusion. Et donc à ce moment-là, on aurait pu penser que ça faisait partie du cahier des charges et donc de la recherche. Je me suis battu pour qu'il puisse y avoir aussi continuer des recherches du GRM, la recherche sur le 5.1, mais forcé de constater que ces idées sont toujours là, partagées. Je vois qu'il y a des jeunes qui le partagent, mais ce n'est pas ça qui est mis sur. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être imaginer de créer d'autres points d'appel, d'autres points de diffusion. Peut-être que le numérique peut nous permettre d'avoir des facilités de ce point de vue-là, peut-être. Des podcasts, créer des sites, repassionner les gens de tous âges pour cette importance du son, quoi. Ça peut être aussi des programmes spéciaux. On parle tout le temps de niche. Ça pourrait être, moi j'ai horreur de ce terme, ça pourrait être. Enfin, il y a bien il y a combien de chaînes de télévision avec parfois des auditoires de 2%, hein, donc on pourrait imaginer que ce soit une manière de préserver cette réalité. Moi, je trouve invraisemblable que des gens qui ont à s'occuper du sens à travers la radio se coupent les oreilles. Écoutez, avec beaucoup de curiosité, de surprise. Bon, j'étais dans certains jurys, vous savez, le prix Europa à Berlin, le prix Italia en Italie. J'ai participé parfois à des groupes de réflexion et de recherche. Et je trouve que justement, c'est peut-être de lieux comme ça, ou d'autres sites, ou d'autres initiatives, qu'il faut rappeler l'importance d'être un corps entier, c'est-à-dire vue, intellect, nez, l'olfaction, le goût, et les oreilles aussi, le son. Je dirais que ce que j'espère, c'est que petit à petit, les gens qui en tout cas sont de cet avis, se regroupent pour tenter de faire quelque chose.